Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Challenge. Ali, bonsoir et bienvenue sur Challenge. Bonsoir. Donc voilà, alors on a beaucoup parlé de ce projet d'Al-Bayad avec un projet algéro-américain, avec une société qui s'appelle le groupe Lacheb, avec une société américaine ou un groupe qui s'appelle AIAG. Vous avez, il y a un temps, une année je crois, dénoncé cette affaire comme étant une sorte de mystification, alors même qu'elle était applaudie par les ambassadeurs et par beaucoup de gens, au FCE notamment, comme étant un modèle, un exemple de partenariat qu'il fallait saluer. Pourtant vous ne voulez pas le saluer. Pour être plus précis, j'avais dénoncé un autre projet qui était initié avant celui-là, mais à peu près du même acabit et dans les mêmes proportions du côté d'Adrar avec Tifrali. Parce que moi, je n'avais pas entendu parler du projet avec le groupe Lacheb avant d'avoir lu le projet avec Tifrali. Mais comme ils sont pratiquement concordants, l'étude de faisabilité ne différait pas tellement. Les projections farfelues, justement, en termes de production, en termes d'économie, en devises pour l'Algérie, étaient les mêmes. Donc, j'ai fait la jonction entre les deux projets. Et j'avais considéré que les deux parties algériennes, je dis bien les deux opérateurs algériens, parties prenantes dans cette histoire-là, au début, moi, je leur avais donné le statut de victime, ce qu'ils sont effectivement. Parce que quand on se retrouve avec un partenaire qui n'apporte strictement rien, je dis bien rien, et je le répète. Il ne pouvait rien apporter, son capital social était inférieur à 500 $. Alors, avant d'aller sur ça, de quoi s'agit-il? En quoi consiste ce projet, globalement? Logiquement, le gouvernement de l'époque avait pratiquement fait miroiter aux Algériens que les méga-projets, les méga-fermes étaient la panacée à nos problèmes de productivité. Alors, c'était agricole. un terrain agricole à El Bayad qu'on voit ici. Il existe une zone agricole, El Bayad. La zone de Brézina Hadik fait un périmètre plus ou moins fertile qui est déjà exploité par les gens de la région et aussi par d'autres opérateurs algériens à des surfaces plus ou moins importantes. Il y a des surfaces qui vont jusqu'à 1000 hectares maximum. Sinon, il y a de petites surfaces qui démarrent de 10 à 100 hectares. Et là, on parle de combien? Là, on parle de 25 000 hectares. Ce qui est encore plus cocasse, c'est que manifestement d'autres opérateurs qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, certains du FCE, se sont retrouvés là-bas avec des surfaces encore plus importantes que celles-ci, des 30 000 hectares, des 10, des 15 000 hectares, disant que quelqu'un a voulu faire croire aux Algériens que la région de Brézina était devenue une sorte de Californie bis, ce qui est totalement faux. Ça ne peut pas être le cas. Il y a d'autres endroits en Algérie qui sont beaucoup plus fertiles, beaucoup plus propices à ce genre d'exploitation et dont les ressources hydriques sont assurées. Elles ne sont pas supposées exister, elles existent. Je ne vois pas pourquoi on n'a pas fait de réussite en matière de fourragère ou la céréalière ou la agricole, là où nous avons de l'eau à profusion et des centaines de forages. Et là, on voulait faire quoi comme agriculture? Justement, c'était un projet où les supposés des agriculteurs américains, qui ne le sont pas d'ailleurs, ont fait miroiter aux Algériens qu'ils pouvaient faire du n'importe quoi. Du fourrage, de l'élevage de bovins laitiers, de la production de viande, de la pomme de terre, des amandiers, de la céréaculture. Quand vous voyez quelqu'un qui se pointe avec un projet dans lequel il y a de tout, ça veut dire que c'est un projet dans lequel il n'y a de rien. Il n'y a pas toutes sortes de cultures dans un projet qui tient la route. Cela dit, celle qui s'est pointée, c'est l'ambassadrice des États-Unis. L'ambassadrice des États-Unis, elle a accompagné pratiquement le groupe américain Hada, entre guillemets, dans toutes ses pérégrinations dans le sud algérien. Moi, j'avais posé des questions à l'époque sur la finalité justement des pérégrinations de l'ambassadrice des États-Unis. Elle n'était pas sans ignorer que le groupe américain en question ne pesait strictement rien au plan financier, que le dit groupe américain n'avait aucune compétence dans ce domaine. Alors, ici, on voit à l'écran donc l'ambassadeur, Madame l'ambassadeur des États-Unis, Joanne Polachik, l'ancien ambassadeur qui a quitté depuis le pays. Nous voyons donc un représentant du groupe Lacheb, je suppose que c'est son directeur général. Et nous voyons, je pense, un représentant du fameux groupe AIAG. Nous avons Monsieur Chiron pour l'USABC. Bon, la dame, je ne sais pas qui elle est. Et puis, nous avons le FCE qui est là également. Donc, le FCE qui cautionnait cette affaire. La caution du FCE ne vaut rien pour un projet aux yeux des autorités dans un pays où les structures sont là
justement pour manager, pour contrôler, pour vérifier la fiabilité des projets. Ce n'est pas une kermesse où une légie, la présence NTAO, elle fait caution. D'accord, mais jusque-là, il n'y a pas de travers pour l'instant. Voilà des Américains qui rencontrent des Algériens et qui disent « nous sommes prêts à travailler avec vous dans le Sud et à faire toutes sortes de cultures ». Qui les met en relation? Justement. La logique aurait voulu que n'importe quel Algérien puisse connaître n'importe quel Américain ou Chinois ou Japonais. Le problème n'est pas dans la mise en relation. Le problème, elle est dans la qualité et la nature du partenaire américain. D'accord. Alors, c'est là que vous entrez en jeu. Et alors, qu'est-ce que vous remarquez sur ce partenaire américain? Qu'est-ce qu'il a de problématique? Nous avions à l'époque entendu dire que le groupe américain était un gros groupe, un consortium d'entreprises américaines, spécialisé dans l'agriculture et le matériel agricole et l'hydraulique aussi. Après vérification, et c'est avéré que le groupe EDEX, ce n'était pas un groupe, parce qu'un groupe en droit commercial, c'est un consortium pratiquement d'intérêt financier ou un groupe d'entreprises impliquées dans une affaire. Là, ce n'est pas le cas. Là, c'était deux personnes. Un gérant et un co-gérant avec un capital social de moins de $500, je le répète, et avec une location de 100 mètres carrés dans un organisme qui était censé aider les vétérans de l'armée américaine à se relancer à la retraite ou bien après le départ du service auprès de l'US Army. Pourquoi vous faites ce rapprochement? J'ai pas fait ce rapprochement, j'ai découvert que le local appartenait à une institution de vétérans de l'armée des États-Unis, avec 2 ans de location gratuite. En général, ils donnent ça aux handicapés ou là aux gens qui pouvaient pas se recycler dans la vie civile. D'accord. Et là, vous vous posez beaucoup de questions et vous le dites. Et qu'est-ce qu'on vous répond? À cette époque-là, en termes de réponse technique, personne n'a démenti ce que j'avais dit à propos du capital social, de la nature des fameux gérants, de leur incompétence dans le domaine agricole. Là, je parle des 2 gérants, hein. Pas des 5 ou 6 paysans qu'ils ont cooptés plus tard pour les lancer dans la pomme de terre. Personne ne m'a répondu concrètement en ce qui concerne la nature du local à loué et la nature du fameux groupe. Mais, Monsieur Farhat Taïtali, pourquoi ne pas considérer que c'est une belle idée? Voilà un groupe de personnes qui, avec $500, enfin c'est vous qui le dites, dit nous allons apporter toute une série d'expertises américaines. Quelles expertises? Les paysans dont vous parlez, ou d'autres. Les fameux paysans dont je parle, je suis sûr et certain, et je le répète, que les paysans de Ouedsouf ou là de Skikda, ils sont plus performants en matière de pommes de terre que ces paysans-là. Voilà. C'est pas parce que c'est américain que c'est génial. Les États-Unis d'Amérique, vous savez, il y a de tout. D'accord. Alors je vous suis jusque-là. Mais si on se met maintenant dans la position du groupe Lacheb, groupe algérien, quel intérêt? Il n'a aucun intérêt. Justement, le groupe Lacheb a été mené en bateau sur un gros projet parce qu'il y a une propension des hommes d'affaires algériens, dès qu'ils dépassent un certain volume de chiffre d'affaires, à croire que le monde est ouvert, que toutes les ambitions sont permises. Là, si le groupe Lacheb avait lancé avec ses fonds, ou même des fonds nationaux, un projet de ce genre, en faisant appel à une expertise quelconque, j'ai des coopérants techniques, voilà, des experts algériens et étrangers, il n'y a pas de problème. Ici, après tout, on verra bien, entre Algériens, on s'entend. Mais que les surpasses, le nombre de vaches, enfin tout le projet a été ficelé par une partie étrangère qui n'avait strictement aucune qualification dans le domaine, subhanallah. Le monsieur que j'ai vu moi à la télévision en train de sentir la terre al-Bayad en leur disant je n'ai jamais vu une terre fertile comme ça. Il était interprète à l'armée américaine en Irak. Wesh dakhl l'armée américaine en Irak dans la terre al-Bayad en matière d'expertise. Ce monsieur-là n'est pas agriculteur. La logique aurait donc voulu que le groupe Lacheb vous appelle et vous dise « Nous vous remercions d'avoir attiré notre regard sur ça ». Mais ça n'a pas été le cas. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont hostiles à votre position. C'est leur droit et leur problème d'être hostiles. Moi, ma position ne porte pas sur Lacheb ou un autre. Moi, quand j'estime qu'un projet est foireux, je le dis. Celui qui estime que le projet tient la route n'a qu'à le prouver. D'accord. Maintenant, quelle est On a envie de vous dire de quoi vous vous mêlez. Oui, je suis algérien, ça se passe en Algérie, et je me mêle. Voilà. De quoi je me mêle? C'est maintenant chacun qui se lance dans une opération foireuse ou qui relève du banditisme, il dit aux Algériens de quoi vous vous mêlez. La prochaine fois, peut-être dans 2-3 ans, ou peut-être dans 10 ans, on aura un envahisseur qui va nous dire de quoi vous vous mêlez, qui m'a gâté à la France en 1830. Est-ce qu'il y a d'autres projets de ce type? Pratiquement le gros. Moi, je peux vous dire une chose. J'ai l'intime conviction
et c'est des preuves des fois sur dossier, que 90% des projets qui ont été initiés les 10 dernières années, particulièrement depuis la chute du cours du pétrole, sont des fumisteries assumées en partie par l'État et qu'il aura à assumer plus tard. Mais que l'État accepte aujourd'hui, pour quelle raison? Parce que ça fait une bonne pub? Je crois que cette question devrait être posée aux représentants de l'État. Moi, personnellement, je n'ai pas à répondre à leur place. Moi, je dis que c'est des fumisteries. S'ils veulent des preuves comptables que c'est des fumisteries, on les a données. S'ils veulent des preuves d'expertise industrielle que c'est des fumisteries, que ce soit dans le domaine agricole ou industriel, on les a données. Maintenant, s'ils veulent des preuves sur les résultats, ils n'ont qu'à voir la production agricole et industrielle en Algérie, celle initiée par les petits opérateurs algériens, et souvent sur fonds propres, et celle initiée par ces grands méga projets, et on verra qui est en train de produire et de nourrir les Algériens, et qui est en train de les couler en se sucrant au passage. Les gens, ils pourraient savoir. Aujourd'hui, je vous ai invité parce que l'affaire est relancée par cette sortie, ces révélations que fait algeriepart.com en affirmant que ce projet est au statu quo parce que ce groupe, ou ce groupe mixte est allé taper aux portes des banques algériennes pour leur demander de financer ce projet et que les banques, évidemment, ont soit refusé, soit tardent à répondre. Vous savez combien coûte et combien de temps prennent les études pour ce genre de projet dans d'autres pays? En Arabie Saoudite, il y a un projet de ce genre, initié par un prince, avec ses propres fonds. Là-bas, le royaume leur appartient. Les études de faisabilité ont été faites par des Irlandais qui sont spécialisés dans la bâche. C'est des professionnels de père en fils. Eh bien, ça a pris plus de 3 années d'études de faisabilité. Ça a dû coûter 10 millions de dollars rien que pour les études. En Algérie, c'est le seul pays peut-être au monde où on vous ramène une étude de 4 ou 5 pages, scribouillée dans un bistrot, là je ne sais pas, par quelqu'un qui n'est même pas qualifié pour le faire, et dans lequel aussi on ordonne à toutes les instances habilitées à faire les études, à les contrôler, à donner leur avis, un avis motivé, on leur interdit de le donner. On a pratiquement neutralisé les institutions de l'État. Moi, quand on me dit il y a de l'eau sur le Bayad, ça reste à prouver. Il n'y a pas un seul forage qui a été fait ni par ce groupe ni par quelqu'un d'autre. Ils sont tous en train de ponctionner le barrage de Brézina. Il se trouve que ce barrage-là a de 70 millions de mètres cubes. 25 000 hectares, c'est 320 millions de mètres cubes quand on ajoute les vaches. Les vaches, Sahara, ça a besoin d'eau. Donc, quelqu'un qui me ramène un projet qui représente 6 fois les capacités de rétention totale du barrage sur lequel il compte et qui me promet des forages qu'il n'a jamais fait. De toute façon, s'il les fait, ce sera 1 000 $ le mètre linéaire. Donc, chaque forage coûtera 10 ans de lait pour la région Hadik. Si quelqu'un veut nous promettre du lait à 50 $ l'hectolitre, là, je préfère encore importer du lait tout cru. Et donc, aucun banquier ne va se risquer à cette affaire? Manifestement, le premier banquier qui va se risquer dans une étude qui n'existe pas, il n'a qu'à assumer. Où en est le projet aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est Algeriepart qui a dit que c'était un fiasco. Ceci dit, je sais que ça ne dépasse pas les 2000 hectares à tout casser de culture. Ils ne sont pas arrivés aux 25 000 hectares. Pour les vaches, il n'y a pas une seule vache. De toute façon, s'ils comptaient sur le groupe américain pour avoir les vaches, moi j'avais dit à l'époque que la seule vache dans leur optique, donc les Américains, c'était ou la Badr ou l'opérateur algérien. C'était ça la vache à traire. Il n'y avait pas d'autre vache que ça. Monsieur Chourin avait parlé d'une vache spécifique qu'il connaissait lui aux États-Unis à 12 000 litres par année, alors que la moyenne européenne est de 8 000 litres. Mais c'est pas dans les mêmes conditions climatiques. Et il se trouve que justement les vaches américaines ne sont pas aussi productives que les européennes. Maintenant, si une vache en Bavière, elle fait des pointes à 8 000 litres, une vache Falbayad, après le stress à l'Atlantique ou j'ai, je ne sais pas, au Texas ou l'Arizona, ça peut la dépayser, ça peut être du tourisme. Le tourisme pour la vache, mais nous, on paie la location aussi. Ce n'est pas intéressant comme projet. En Algérie, les fermes ne devraient pas dépasser les 500 têtes. Et dans le nord, les fourrages peuvent venir du sud, mais les vaches n'ont pas à aller au sud. Les Saoudiens ont essayé sans casser la figure. Mais eux, ils ont les moyens d'or politique. Si Dieu voulait qu'il y ait des vaches au sud, mais ne se proche d'ailleurs. Il y a eu des répercussions suite à vos propos, non pas par la partie adverse, mais je ne sais pas, de la part de certaines institutions. Est-ce que vous estimez que dans ce type de partenariat, que ce soit celui-ci ou d'autres, l'État doit
regarder de plus près pour encourager ce type d'investissement ou non? Je crois que l'État est responsable de tous les partenariats boiteux et fumeux des dernières années, y compris par la législation. Voilà. Alors toute la réglementation algérienne en matière d'investissement, surtout celle qui offre des pouvoirs discrétionnaires à des fonctionnaires plus ou moins puissants, situés à tous les niveaux de l'administration, ont été, on dirait, délibérément conçus pour n'ouvrir le passage qu'aux faux projets. Et même des fois, parasiter les vrais projets. Pour quelle raison? Ah ben ça, il faudrait le demander aux gens qui ont conçu ces réglementations. Moi, j'avais dénoncé la LFC 2009 à son époque. Est-ce que, selon vous, c'est fait à escient pour servir des intérêts ou non? C'est de l'incompétence? Je n'ai ni à accentuer les soupçons, ni à les éliminer pour faire plaisir. Moi, quand je vois un texte de loi qui me dit à son article 58 à l'époque, en 2009, que la partie étrangère impliquée dans un partenariat F51-49, il lui était interdit de ramener ses fonds, même pas qu'elle était autorisée à ne pas les ramener, il lui était interdit de s'impliquer financièrement et elle devait se financer auprès d'institutions algériennes. Je crois pouvoir lire dans cet article que la combine existait avant l'article. Le hasard n'existe pas. On ne va pas s'amuser donc à se fermer les yeux jusqu'à la fin des temps. Oui, on avait une autre optique, c'est quand même curieux que nous sommes l'un des rares pays au monde où chaque fois que nous énonçons une intention, les résultats sont aux antipodes de l'intention. C'est dans tous les projets. Ce qui veut dire que les intentions réelles étaient conformes aux résultats actuels. Et les intentions affichées n'ont jamais été conformes aux intentions réelles. Donc si j'ai bien compris, on pompe l'eau, on pompe l'argent des Algériens. Pour finir, on ne pompera pas le lait de la vache. Ben pour la vache, on peut oublier. Enfin, du moins, sous cette projection-là, et particulièrement dans ces zones arides. Et surtout pas avec ce genre d'associés. Oui, un opérateur, enfin, entre guillemets, qui a créé, d'ailleurs, le groupe, il s'est créé, le registre de commerce à Fairfax en Virginie, 2 mois après la signature de l'accord. Ils ont signé au mois de mars 2015 l'accord, le protocole d'accord. Ils sont allés faire le registre au mois de juin 2015. Oui, mais comment il a été... Ah, d'accord. Ben, c'est l'un des rares pays. C'est l'un des rares pays au monde où le notaire, comment l'a-t-il matérialisé? Enfin, c'est pas... Mais ils ont fait un protocole d'accord, mais ils n'ont pas du tout. Ils sont pas allés chez le notaire. D'accord, donc ils ont signé avant de... Ils ont signé un protocole d'accord. Quand ils ont eu la certitude qu'il y en a en Algérie, ils sont allés créer le truc. Mais ça ne hakmetch. Mais tant mieux d'ailleurs. Et pour une fois, les banquiers ont réagi. Ah, les banquiers, de toute façon, quand on arrive à se... Ou mal réagi. Non, mais c'est 670 milliards de dinars, enfin, 67 milliards de dinars. C'est quelque chose comme 600 millions de dollars. Beaucoup de banquiers hésitent. D'accord. Cela dit, ceci, à l'heure qu'il est votre version. Je tiens à dire aux téléspectateurs que nous avons invité à nous rejoindre sur ce plateau ou par téléphone et le groupe Lacheb et l'USABC qui a été pour la mise en relation des Américains avec l'entreprise Lacheb. Malheureusement, on nous a dit du côté de Lacheb qu'une réponse allait être donnée. Donc on attend leur version avec impatience. Attendez, pardon. Et je dis qu'ils sont bien entendu les invités sur ce plateau quand ils le voudront pour donner leur propre version. Voilà. Je persiste à dire que le groupe Lacheb est une victime dans cette histoire. Victime peut-être de ses ambitions démesurées, mais victime de tout un processus de décision dans lequel manifestement ils sont la dernière roue de la charrette. Parce que je crois qu'ils ont financé sur fonds propres le gros de ce qui a été dépensé jusqu'ici. Il n'est pas venu des banques qui l'ont financé sur fonds propres. Et sur fonds propres, pour pouvoir avoir un retour sur investissement, alors que ce qui était prévu, c'était plus gros que ça. Maintenant que les banques n'ont pas suivi, eh ben, ils ont été beaucoup plus victimes que complices de quelque chose. Hein. C'est cher payé. Ouais. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de votre éclairage. On attend la version de l'autre partie. Et je vous dis à bientôt pour un autre sujet, sans doute, vous qui foisonnez d'explications et ce dont on vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau challenge.